Bonjour à tous et bienvenue sur Histodote. L'évasion de l'île d'Elbe et son retour au pouvoir font partie des moments mémorables de l'épopée napoléonienne. En 3 semaines, Napoléon va reconquérir son trône sans tirer un coup de feu. Un retour de courte durée pour la période des 100 jours qui se terminera par la défaite de Waterloo et son exil définitif à Sainte-Hélène. Suivons donc l'empereur dans son dernier baroud, quand l'aigle a volé de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. Le 11 avril 1814, par le traité de Fontainebleau, Napoléon signe son abdication sans condition sous la pression de ses maréchaux. Les pays coalisés ont remporté la campagne de France et sont à Paris depuis le 31 mars. Il garde cependant son titre d'empereur, doit recevoir une pension du nouveau régime et sur proposition du tsar Alexandre, il devient le souverain de l'île d'Elbe, une petite île de 240 km² au large de la Toscane. Même si les autres pays pensent déjà à l'exiler plus loin. Dans la nuit du 12 au 13 avril, il tente de se suicider en avalant le contenu d'une fiole qu'il porte sur lui depuis la campagne de Russie. Mais le poison ne fait que le rendre malade. Désabusé, il dira « Même la mort n'a pas voulu de moi ». Une semaine plus tard, ce sont les adieux déchirants à sa garde dans la cour du château de Fontainebleau. C'est un bateau anglais, ironie de l'histoire, qui va le déposer dans son nouveau royaume le 4 mai. Accompagné d'une petite troupe de 700 hommes commandée par le général Cambronne. La population l'accueille chaleureusement. Il s'installe dans la villa des Moulins, à Portoferraio, la capitale, qu'il fait réaménager dans l'attente de la venue de sa femme Marie-Louise et de son fils, le roi de Rome. Il va également disposer d'une résidence d'été, la villa San Martino. Dès son arrivée, il fait le tour de l'île, qu'il juge petite. Débordant d'énergie, il visite les mines de fer de San Marina et va développer l'exploitation du marbre. Il lance la construction de routes et de ponts pour relier les communes entre elles. Il établit un plan d'irrigation et va développer le ravitaillement en eau potable de Portoferraio. Il s'intéresse même à la culture, à l'élevage et au reboisement. Et bien sûr, il assiste aux manœuvres de sa petite armée et a son propre drapeau. Mais il n'oublie pas d'être un souverain en représentation. Il est entouré d'une cour faite de petits notables locaux. Grâce à sa sœur Pauline, il fait donner des fêtes et des bals. De nombreuses personnes viennent lui rendre visite. Sa mère déjà, mais aussi Marie Walewska, son épouse polonaise, avec leur fils Alexandre. Mais pas de Marie-Louise, rentrée à Vienne avec son fils et qu'il ne verra jamais plus. À tous ses visiteurs, il fait croire qu'il n'aspire plus qu'à une vie rangée sur son île. Une île où grouillent espions et informateurs en tout genre. Espions royalistes bien sûr, mais aussi informateurs qui le tiennent au courant de la situation en France. Il apprend que le retour des Bourbons ne fait pas l'unanimité, surtout auprès de ces anciens soldats démobilisés, qu'on appelle les demi-soldes, car ils n'ont plus de revenus suffisants pour vivre.
Lui-même ne touche pas la pension promise. Enfin, l'idée de l'exiler à Sainte-Hélène se confirme chez les Alliés lors du Congrès de Vienne. Toutes ces raisons le poussent à tenter un retour en France. C'est le 26 février 1815 qu'il va mettre son projet à exécution. Il va profiter de l'absence du représentant anglais, parti rejoindre sa maîtresse sur le continent, pour embarquer à bord de l'Inconstant, qu'accompagnent 6 autres navires, repeints pour ressembler à des navires anglais, et ainsi donner le change à la flotte française qui patrouille en Méditerranée. Ils vont donc passer les mailles du filet et débarquer à Golfe-Juan le 1er mars 1815. Il envoie le général Cambronne en avant-garde. Et lui va commencer sa remontée au départ de Cannes. Mais il ne choisit pas la route de la vallée du Rhône. Il n'a pas oublié l'hostilité des Provençaux à son égard lors du voyage aller pour rejoindre l'île d'Elbe. Il va emprunter ce qui deviendra la route Napoléon. Castellagne, Digne, Sisteron, Gap seront traversés sans difficulté. Mais c'est sur la route de Grenoble que va se dérouler l'épisode le plus célèbre de son périple. Sa petite troupe se retrouve face au 5e de ligne envoyé à sa rencontre et commandé par le commandant Le Sart. Celui-ci ordonne d'ouvrir le feu, mais personne ne bronche. Napoléon s'avance alors en ouvrant les blas et déclare « Soldats du 5e de ligne, vous me reconnaissez, je suis votre empereur. » Devant leur hésitation, il continue d'avancer et ajoute « S'il y en a un parmi vous qui veuille tuer son empereur, me voici !» Gagnés à sa cause, les soldats baissent leurs armes et se précipitent sur lui pour l'entourer. Ils viendront ensuite gonfler les effectifs de sa petite armée. Grenoble est atteint le 8 mars, puis Lyon le 10. Rien ne peut plus arrêter sa marche victorieuse vers Paris, même si le maréchal Ney promet à Louis XVIII de ramener l'usurpateur dans une cage de fer. À défaut de cage, le Rouquin, c'est son surnom, se ralliera lui le 18 mars à Auxerre. Le 20 mars, alors que Louis XVIII qui s'est enfui fait route vers Gand, Napoléon entre dans Paris et décide de constituer son gouvernement. Il a compris qu'il ne pourrait plus rétablir un régime autoritaire comme avant. Il demande à Benjamin Constant, un opposant libéral, de rédiger un acte additionnel à la constitution de l'Empire. Un pouvoir législatif partagé par Napoléon et par le Parlement, composé de 2 chambres, la Chambre des Pairs et la Chambre des Représentants. Ce tournant libéral se traduit par la garantie des droits et des libertés individuelles et la suppression de la censure. Ce décret est ratifié par plébiscite, mais ne suscite pas l'enthousiasme des électeurs, ni la cérémonie où Napoléon prête serment à cette nouvelle constitution. La plupart des témoins la trouvent surannée, voire ridicule. Visiblement, l'empereur n'est plus en phase avec ses sujets. Des Français qui craignent le retour de la guerre. Et ils n'ont pas tort. Les Alliés sont bien décidés à en finir avec l'ogre corse. Une nouvelle coalition se forme, composée de 700 000 hommes. Napoléon ne peut opposer que 120 000 soldats. Comme à son habitude, il va prendre les devants et entrer en Belgique le 15 juin 1815. Il compte battre séparément les Anglais et les Prussiens. Mais malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu. Voilà,
Merci à vous de m'avoir suivi. Et avec moi, faites vivre l'histoire. Salut!